Bonjour et bienvenue sur le blog Apprendre à jouer du piano. Aujourd'hui, je voudrais répondre à la question d'un lecteur qui se pose visiblement des questions d'achat entre différentes méthodes traditionnelles. Donc aujourd'hui, on va parler un peu de méthodes traditionnelles qui ont cours depuis vraiment un certain temps, je dirais même quasiment un siècle. Il s'agit donc des méthodes d'Anglo pour la lecture de notes, et puis des méthodes techniques d'Eliater et Hanon. Alors, la question de Sébastien est donc, pouvez-vous me renseigner sur les différences qui existent entre le Hanon et le Déliater? Lequel est le mieux? Et sa deuxième question, c'est par rapport au Dandlo. Il existe deux versions de Dandlo. Y a-t-il des différences? Voilà, donc je vais essayer de répondre à cette question. Alors, je vais commencer donc par le Hanon et le Déliater. Donc, ce sont deux méthodes. Donc, le Hanon, nouvelle version, la voilà. Et le Déliater, voilà. Ainsi que éventuellement d'anciennes versions qu'on pourrait trouver de Hanon. Alors, ancienne version du Déliater, je ne l'ai pas. Voilà, moi j'ai travaillé là-dessus quand j'étais petite. Et voilà, je l'ai pas mal épluché. Alors, tout d'abord, il s'agit quand même de deux méthodes qui sont approchantes. Il y a des différences, on va en parler juste après, mais elles sont quand même très approchantes. Ce sont des méthodes uniquement de techniques, des recueils entiers, donc de techniques pures. On voit bien que, voilà. Et il faut dire que comme ça, il faut quand même bien admettre que comme ça, là, a priori, c'est plutôt barbant. D'accord? Voilà. C'est quand même quelque chose qui est issu d'un état d'esprit qui était, faut quand même en chier, on va le dire, faut quand même en chier pour y arriver. D'accord? C'est issu de façon d'éduquer les gens, de façon d'enseigner aux gens, qui est plutôt du type exécute-toi et tais-toi et n'essaye pas de comprendre. Voilà. Alors là, je suis un petit peu dure. C'est peut-être pas l'intention qu'a eu Monsieur Hanon et puis ben voilà pour le Déliater. C'est peut-être pas les intentions de ces personnes à la base. Moi, je les connaissais pas, donc voilà, je peux pas juger. Mais c'est vrai que souvent, en tout cas, c'est employé de cette manière-là. L'outil en soi n'est pas mauvais. Il est même parfois bien pensé, il y a des bonnes idées. En revanche, c'est vraiment la façon dont on va l'utiliser qui va changer les choses. Et on peut l'utiliser de manière très très inutile, perdre beaucoup de temps sur ces méthodes, ou alors on peut l'utiliser de manière assez appropriée, et à ce moment-là, ça devient tout à fait intéressant. Le premier problème de ces méthodes, c'est que tout est écrit. Tout est écrit et rien n'est montré. C'est logique, ça a été créé à une période où on ne pouvait pas, comme à l'heure actuelle, tout montrer en vidéo. Donc tout est écrit de manière solfégique et il y a très peu d'explications. Alors on va voir qu'il y a quand même des différences entre les deux méthodes dont on parle, mais il y a quand même très peu d'explications et travailler ça tout seul, sans personne qui vous montre le pourquoi et le comment, c'est un petit peu embêtant et ça risque fort de devenir inutile. Donc vraiment, j'attire votre attention sur le fait d'utiliser ces méthodes en étant guidé par une personne, un professeur ou une personne plus avancée que vous, qui peut vous montrer l'intérêt et le pourquoi. Parce que même si vous êtes de très très bonne intention, vous allez commencer à faire ces exercices et parce que vous êtes quelqu'un de docile et que vous voulez faire les choses bien, voilà. Donc ça va marcher un certain temps, mais il y a un moment où de toute façon, votre être intérieur va commencer à en avoir marre et va se dire mais là de toute façon j'avance pas. Intuitivement vous sentirez que ça n'avance pas et donc ça ne servira à rien de continuer. Donc vraiment attention sur ces exercices, de les utiliser à bon escient. Ce
que je conseille vraiment, c'est d'apprendre, donc souvent c'est des formules, hein, c'est d'apprendre les formules d'exercice par cœur. Parce que en fait, c'est plus important là de se concentrer sur la sensation et comment on peut effectuer ces formules de manière souple et sentir son corps. C'est plus important d'être centré sur son corps plutôt que sur la lecture. Bon, en général, c'est ce qui se passe hein, assez vite, les formules, on les apprend par cœur. Mais ne vous forcez pas à lire. C'est pas le moment de travailler le déchiffrage quand vous êtes sur ces méthodes-là, d'accord? Alors, dans un premier temps, je vais parler de ce qui est commun entre les deux. Donc, en général, les deux sont à peu près présentés de la même manière. Donc, on a au début des formules d'exercice sans passage de pouce. Donc, de la digitalité, hein, sans passage de pouce. Voilà. Ensuite viennent les gammes et les arpèges avec les doigtés. Et ensuite viennent des exercices un petit peu plus élaborés. Donc, les doubles notes, donc tout ce qui est tierce, sixte, et après les octaves, voilà, les choses plus avancées et de techniques plus avancées. Voilà, le déliateur, c'est pareil, on a effectivement pareil, donc des exercices au départ, donc de digitalité, mais sans passage du pouce, puis on explique le passage du pouce, et ensuite, donc c'est des exercices qui sont faits avec des rythmes, ou des différences de ponctuation. Et après, on passe aux gammes, voilà, avec les doigtés, les arpèges, etc. Et puis les tierces, voilà, et puis des choses plus avancées en technique, pour des techniques plus virtuoses. Donc c'est aussi des méthodes qui sont basées sur la technique plutôt française, ce qui est une technique traditionnellement beaucoup plus tirée vers la digitalité, donc beaucoup de travail de doigts et assez peu de travail corporel plus global et du bras et de souplesse. Donc ça dépend aussi de quelle technique vous cherchez à acquérir. Et ici, on ne va pas juger de si l'une est bonne ou l'autre est mauvaise, enfin les autres sont mauvaises. C'est pas le sujet ici, mais en tout cas, sachez que c'est vraiment technique française digitale, donc beaucoup de doigts, et puis une technique de passage du pouce qui est beaucoup en passant dessous. Hein, il y a plusieurs techniques de passage du pouce, enfin il y en a deux essentiellement, donc le fait de passer le pouce en dessous pour se déplacer, et le fait plutôt de déplacer par le bras en ayant un pouce qui se rapproche de la main mais qui passe très peu en dessous. Hein. Et donc ça, cette deuxième technique dont je viens de vous parler n'est pas expliquée, n'est pas abordée dans ces méthodes-là. Donc ça, il faut le savoir. Ensuite, il y a l'arpège qui est abordé à mon sens. Alors là, c'est une opinion personnelle. Pour moi, l'arpège est abordé en suivant la gamme, c'est-à-dire comme si c'était issu d'une technique de gamme. Effectivement, il y a quelque chose d'approchant pour ce qui est du doigté, mais en tout cas, moi, à mon sens, il y a un gros travail de construction de la main à faire avant. Donc l'arpège est, à mon sens, abordé trop tôt et il n'y a aucun, très peu en tout cas, travail d'accord. Et pour moi, les arpèges sont une suite d'un travail plus spécifique sur les accords. Donc le déliateur, dans ses débuts, hein, travaille beaucoup. Alors, moi, je trouve qu'il y a un avantage au déliateur, c'est qu'il fait beaucoup travailler il introduit dedans, ce qu'il n'y a pas du tout dans le Hanon, des exercices de tenue. Donc, dès le départ, il y a des exercices de tenue et donc d'indépendance de doigts et de construction de main. Donc, ça, c'est quand même pour moi un avantage du déliateur. Et puis aussi des façons de varier les exercices, donc avec, on le voit ici, des legato, des staccato, des legatissimo, enfin voilà, une façon de varier, beaucoup de rythmes qui sont expliqués aussi. Voilà. Voilà, une chose par contre que j'ai oublié de dire tout à l'heure dans les défauts de ces méthodes, c'est que les exercices sont expliqués en do majeur. Si on ne regarde pas, parfois ça peut être indiqué de les transposer, mais dans des petits coins comme ça en phrase, on va dire en plus si vous voulez vous transposer quoi. Non, c'est extrêmement important de ne pas garder ces exercices uniquement en do majeur, mais de les transposer dans toutes les tonalités.
Et c'est là où du coup ça prend beaucoup de temps. Et là, moi je suis pas sûre que ça soit très utile de faire tous les exercices dans toutes les tonalités avec tous les différents types de rythmes, etc. et de ponctuation. Pour moi, c'est une perte de temps. Il vaut mieux travailler tout ça plutôt sur les morceaux, hein. Mais voilà, si vous voulez les utiliser, impératif de transposer dans d'autres tonalités. Mais bon, un exercice, vous le faites en Ré, l'autre vous le faites en La, etc. Faites pas systématiquement, parce que alors là, vous perdez quand même un temps très précieux pour les morceaux. Voilà. Ce qui est bien aussi dans le déliateur, c'est qu'on a, vous voyez, des schémas d'explication. Alors, des schémas, c'est quand même mieux que rien du tout. Et parfois, les phrases peuvent être mal comprises. Donc c'est là où vraiment j'attire l'attention sur le fait d'avoir quelqu'un qui vous guide, qui vous montre précisément un petit peu sous plusieurs vues. Donc soit c'est quelqu'un en live, soit c'est quelqu'un en vidéo, mais où vous avez éventuellement plusieurs vues, la vue de côté, la vue de haut, la vue, voilà. Parce que voilà, c'est compliqué d'expliquer un geste corporel. Donc juste avec un schéma comme ça en 2 dimensions et une phrase, il peut y avoir des incompréhensions, même si à la base les conseils sont bons. Donc là, il y a une bonne explication et un travail sur le poignet. Donc c'est aussi un avantage du déliateur. Il y a aussi un bon travail sur le passage du pouce qui est avec des notes tenues. Donc aussi on travaille pas mal dans le déliateur sur la position de Chopin, hein, mi, fa dièse, sol dièse, la dièse, do. Vraiment donc, sur la gamme par ton, hein. Donc ça c'est aussi un bon point de cette méthode. Voilà, et alors après que le passage du pouce ait bien été expliqué et préparé, il y a les gammes avec des exercices préparatoires. Moi je trouve que le déliateur est quand même plus varié et il y a plus d'exercices préparatoires et plus d'explications. Donc si vous deviez choisir, voilà, moi je vous dirigerais plutôt vers le déliateur dans un premier temps. Peut-être que le Hanon peut venir après parce qu'il y a des choses qui manquent dans le déliateur qu'il n'y a pas, qu'il y a dans le Hanon. Donc là toutes les gammes. Et puis un travail, la gamme sur les tierces, voilà, avec des notes répétées, des gammes en cartes même qu'il n'y a pas dans le Hanon, à mon souvenir en tout cas. Et puis un travail sur les accords, mais alors là extrêmement petit, minuscule, il y a juste une page en fin, vous voyez. Donc au niveau des déplacements, il y a très très peu de choses et c'est quand même les déplacements quelque chose qui fait partie intégrante de la technique du piano et qui est quasiment absente ici. Donc un travail intéressant au niveau des octaves sur le doigté, les doigtés 5-5 ou 5-4 pour travailler les octaves liées, qu'il n'y a pas à mon souvenir dans le Hanon. Je ne l'ai pas réépluché, hein, mais voilà. Un travail de répétition, c'est quand même vraiment intéressant. Alors, au niveau du Hanon, on est à peu près dans le même schéma, hein, comme je vous disais. Des exercices donc sans passage du pouce, uniquement en Do majeur, donc à transposer impérativement dans d'autres tonalités. Je trouve ce qui est pas mal pour le Hanon, peut-être dans un deuxième temps, si vous êtes de plus avancé, hein. De toute façon, c'est quand même le pianiste virtuose, donc on s'adresse là quand même à des pianistes qui sont plus avancés et qui veulent aller vers de la virtuosité. Donc si vous ne voulez pas monter dans la technique et faire des choses de grand répertoire, etc., peut-être que le Hanon, vous pouvez vous en passer, à mon sens, hein. D'ailleurs, les deux, vous pouvez vous en passer, mais bon, voilà, si on me demande lequel choisir, je vais répondre de cette manière-là. Alors, vous voyez, là, il y a bien des exercices comme le déliateur de tenue, mais c'est quand même très succinct, moi, à mon sens, je trouve. Voilà. Ce qui est bien dans le Hanon, donc je disais, c'est que là, c'est très clair sur le plan des doigtés, donc ça fait un petit peu comme une table de gamme avec tous vos doigtés qui sont mis de manière claire, comme ça, de haut en bas, et on peut voir donc bien les différences de doigtés. Donc ça, c'est un bon point pour le Hanon, quelque chose de clair, avec la cadence parfaite à la fin. Voilà, ce plan clarté, je trouve que c'est beaucoup plus clair que le déliateur.
mais c'est plus à ce moment-là comme un dictionnaire, un livre référence, que quelque chose que vous allez lire et, et suivre de A à Z, parce que c'est juste imbuvable. À mon sens, c'est imbuvable comme ça, et c'est trop ennuyeux. Donc les gammes Lassix, voilà. Bon là, c'est quand même pas mal, il y a beaucoup de doigté. Donc comme référence, c'est bien. Et ensuite, on va aller dans des choses beaucoup plus virtuoses que le déliateur, donc avec des répétitions de gammes, donc beaucoup de gammes à l'octave, des gammes en tierces, voilà, et des trémolos qui n'est pas du tout abordé dans le déliateur, en tout cas je ne l'ai pas vu, des octaves brisées en arpège, hein, pardon, des arpèges brisés en octave, c'était pas les bons termes, donc ça aussi très bon exercice de virtuosité, et voilà le trémolo. Voilà. Donc là, c'est vrai qu'il y a des exercices qui manquent dans le déliateur, dans la deuxième partie, pour quelque chose qui va être plus virtuose. Mais il y a, alors dans le Hanon, mais quasiment pas d'explication. C'est très succinct. Il y a, regardez, il y a juste ça. Il y a vraiment zéro explication. Donc, prendre le déliateur sans personne qui vous montre, sans personne qui vous explique, mais c'est juste d'un ennui mortel. Et puis, ça peut être très dangereux parce que vous pouvez faire des gestes qui ne sont pas du tout les bons. Et à ce moment-là, vous ancrez des grosses erreurs de positionnement, des grosses erreurs de technique. Donc voilà, si vous devez absolument choisir un sur les deux, et que vous êtes plutôt un pianiste dans les premières années, prenez le déliateur. Si vous visez plutôt une virtuosité, faites attention d'avoir de bonnes bases. Donc vérifiez bien que vous les avez, que vous avez une bonne structure de main, que votre main est déjà construite. Et à ce moment-là, vous pouvez aller vers le Hanon, mais juste en référence, c'est-à-dire que vous allez vous chercher le doigté qu'il faut pour telle gamme, et puis éventuellement une formule pour travailler votre technique virtuosité. Hein, mais bon, si vous n'avez qu'un à choisir, moi je dirais déliateur. Voilà. Ça, c'est pour ces méthodes-là. Moi, personnellement, je ne les utilise pas. Je ne les fais pas acheter aux personnes qui travaillent avec moi. Voilà. Je vous le dis tout net, pour moi, c'est beaucoup plus intéressant que le professeur connaisse ses formules et les donne à un moment donné de manière ponctuelle pour telle ou telle problématique. Mais bon, le prendre de manière systématique, pour moi, c'est plutôt une perte de temps. Bref. Voilà, donc ça c'était pour le Hanon, et puis bah, j'ai pas fait référence à l'ancienne version parce qu'elle est quasiment équivalente, hein. Il n'y a pas du tout il y a quasiment pas de mise à jour. Voilà, ça c'est l'ancienne version du Hanon. Maintenant, pour ce qui est de la lecture de notes, donc là on est un petit peu dans les mêmes périodes, hein, quoique le Hanon c'est peut-être plus ancien, enfin j'ai pas regardé, hein, je suis pas là pour faire de l'histoire de la pédagogie, mais voilà, en tout cas c'est ce qu'on appelle les anciennes méthodes et des méthodes traditionnelles. Donc le Dandlo, là il n'était pas question, ah oui, il était question des deux versions de Dandlo, voilà. Alors effectivement il y a deux versions, donc vous avez l'ancienne version qui s'appelle Manuel pratique pour l'étude des clés de sol, Fa et Ut, voilà, vous avez ça. Alors ça vous l'avez donc de cette manière-là, donc vraiment l'ancienne version avec un papier un peu jauni, vous pouvez acheter d'occasion peut-être sur internet, j'en sais rien. Mais vous avez aussi la nouvelle version qui est un peu rosée, mais vous allez avoir le même titre, pour l'étude des clés de Sol, Fa et Ut. Voilà, c'est exactement la même chose, c'est l'ancienne version, mais rééditée. Mais rien n'a changé au niveau du contenu, d'accord? Donc ça c'est l'ancienne version. Et la nouvelle version, c'est Manuel pratique pour l'étude des clés, nouvelle édition, revue et augmentée. Donc, les deux, c'est chez Eschig, je ne sais pas si ça se prononce comme ça, hein. Les deux, c'est le même éditeur. Mais il y en a une qui a marqué revue augmentée, nouvelle édition, et l'autre où c'est marqué uniquement l'étude des clés, sol, fa, ut, hein. Alors, là, mon avis sur le Dandlo d'une manière générale, c'est un bon outil aussi, hein, qu'il faut savoir utiliser à bon escient,
Pour le pianiste, gros bémol pour le pianiste, c'est qu'on apprend les clés de manière séparée. Donc là, pour moi, c'est un gros problème. Pour moi, j'ai créé une méthode qui s'appelle la méthode clé. Donc j'ai vraiment épluché le problème du déchiffrage au piano, de la lecture de notes et du déchiffrage au piano. Pour moi, c'est indispensable que les pianistes apprennent leur clé de sol en même temps que leur clé de fa, c'est-à-dire qu'ils apprennent en fait leur clé de piano, on va dire presque. C'est-à-dire qu'ils apprennent la grande portée tout de suite. Dès qu'on sépare les deux, il y a un imaginaire qui croit qu'il y a un monde et un autre monde. Au piano, il y a tout en même temps. Donc ça, c'est vraiment un gros problème pour moi du dandlo et de toutes ces méthodes qui séparent la clé de sol, la clé de fa, pour les pianistes, hein, je dis bien, pour les pianistes. Les autres, je ne suis pas assez compétente pour ça. Voilà, donc maintenant qu'on a dit ce problème-là, ça peut être un bon outil de travail. Mais pour moi, la deuxième version est quand même plus poussée. Voilà, pour moi, c'est quand même mieux. Pourquoi c'est mieux? Parce que, par exemple, vous avez des partitions, vous travaillez la lecture assez vite sur de vraies partitions. Si on est très longtemps sur uniquement de la lecture de notes pure, c'est-à-dire de la lecture de notes où il n'y a pas le contexte global, vous n'avez pas les ampes, vous n'avez pas les ponctuations, vous n'avez pas tout ce qui entoure la tête de note, il faut bien comprendre que c'est complètement sorti du contexte. Et il y a des gens qui peuvent très bien savoir lire leurs notes, et par contre, quand ils arrivent sur une vraie partition, avec tout ce qui entoure, ça fait du bruit un peu et ils ne sont plus en capacité de lire. C'est-à-dire qu'ils ne reconnaissent plus leurs notes alors qu'ils savent le lire de manière séparée. Donc, moi, je trouve assez bon cette révision du dandlo qui est que très vite, voilà, ils vont mettre des piquets, des liés, des accents. Donc ça, c'est un très bon point de cette deuxième version. Et assez vite, ils font de la lecture de notes avec un contexte rythmique et un contexte normal de partition, un contexte réel, quoi. Et il y a aussi un travail sur les accords qui n'y a pas du tout à mon souvenir. Voilà, l'ancienne version, il n'y a aucun travail de lecture verticale. Pour le pianiste, enfin, il y en a un tout petit peu. Alors vraiment une page, voilà. Voilà, lire temps par temps toutes les notes d'un morceau de piano, page 37. Voilà, c'est le seul endroit où je vois quelque chose. Voilà, le reste du temps, voilà, il y a juste page 37, évoquer ça. Alors que là, on a quand même vraiment voilà, un travail beaucoup plus, vous voyez, sur de vraies partitions. Et il faut impérativement lire le plus vite possible sur de vraies partitions, même en lecture de notes. Pour moi, c'est indispensable. Une autre chose qui est très bien sur la deuxième version, c'est un travail spécifique sur les lignes supplémentaires, qu'il n'y a pas du tout dans la première version aussi. Et un travail en lecture par intervalle, de plus en plus écarté, etc. Donc ça, c'est une chose que j'ai utilisée aussi dans ma méthode. C'est très utile et très important. Il faut savoir que le dandlo fait travailler aussi les autres clés. Hein. Donc, si vous voulez travailler, si vous avez uniquement une vision de pianiste, enfin, un but d'apprentissage de piano, les clés d'ut peuvent tout à fait vous servir, mais en tout cas, dans un premier temps, pas forcément. Donc, il faut savoir que vous ne vous servirez que du début, que la première moitié. Hein. L'autre moitié servira très peu. En revanche, ne négligez pas forcément les autres clés. Pourquoi? Parce que ça peut vous permettre d'apprendre à transposer. Donc si vous voulez être quelqu'un si vous voulez devenir un bon lecteur et savoir transposer à vue, ben, il va falloir certainement travailler les autres clés. Ou en tout cas, la lecture relative de manière assez poussée. Voilà, donc s'il y en a une à choisir, bien sûr, pour moi, c'est la deuxième version. Et parce que voilà, en soi, moi, je ne conseillerais pas le dandlo, mais si vous voulez, à un moment de votre vie,
travailler les clés de manière plus poussée, après avoir appris les clés ensemble, eh bien pourquoi pas vous en servir, mais version augmentée. Moi, ce que je vous conseillerais plutôt comme méthode de lecture pour les pianistes, c'est cette méthode-là. Bien sûr, en dehors de la mienne, qui est la méthode clé, bien sûr, qui est particulièrement magnifique. Mais sinon, sinon vous avez donc celle-là qui est le manuel de lecture et de rythme chez Henri Lemoine. Et là, c'est vraiment adapté pour les pianistes et les harpistes. Donc là, que demande le peuple? Je veux dire, pourquoi allez-vous prendre le Hanon alors qu'il y a ça? Pourquoi pas prendre le Hanon après, d'ailleurs, hein, parce qu'il y a des choses qui peuvent manquer aussi ici. Mais franchement, moi, je trouve vraiment très très bien fait. Ça part donc tout de suite, hein, voyez, en clé de sol, clé de fa, immédiatement. Donc ça, pour moi, c'est la base des bases d'une lecture pour pianiste. On ne peut pas séparer, arrêter vraiment de séparer, c'est mortel. Et puis, il y a un travail de rythme immédiatement aussi en parallèle. Donc, elle est vraiment très très bien faite. Bon, c'est peu poussé pour le rythme, mais c'est quand même, ça apporte les bases pour la première année. Hein. Voilà, donc tout ça, tout le début est en parallèle rythme, lecture de notes, et on écarte petit à petit. Par contre, il y a très peu de travail sur la lecture par intervalle. Donc là, pour le coup, ça peut être complémentaire. Et le volume 2, donc ça, première année, très bien. Et le volume 2 de cette méthode, là également, on se met à avoir des accents, vous voyez, et des ampes, un vrai contexte de partition qui apparaît petit à petit. Donc ça, excellent aussi. Voilà. Et des vraies partitions qui arrivent. Donc, même principe, on va de plus en plus faire ça hein, dans les nouvelles méthodes et pour moi, c'est indispensable. Voilà, et là, il y a un travail rythmique et un travail vertical aussi, lecture sur les accords, donc excellent aussi. Voilà, à mon sens, il n'y a pas du tout assez de travail sur les lignes supplémentaires. Donc ça, pour le pianiste, ça manque beaucoup dans cette méthode. Voilà, un gros travail, vous voyez, sur des vraies partitions de piano en lecture verticale. Donc, très bonne méthode aussi. Et du rythme frappé aux deux mains. Donc, voilà, pour moi, si vous devez apprendre la lecture seule avec une méthode quand même tout à fait raisonnable au niveau prix, eh bien, c'est celle-là que je vous conseille. Et dans un deuxième temps, pourquoi pas, si vous voulez pousser les choses, le Dandlo. Il y a une chose qui va vous freiner dans toutes ces méthodes-là sur papier. Déjà, c'est que vous avez personne qui vous explique la musique parallèlement et la construction de la musique. C'est-à-dire que là, il y a uniquement un travail de lecture. Et pour moi, la lecture sans la compréhension du langage, c'est une ineptie. C'est-à-dire que c'est comme si vous appreniez à lire le chinois alors que vous ne connaissez pas, vous ne parlez pas chinois. Alors on peut apprendre éventuellement en parallèle, mais de là à apprendre à lire avant de parler ou sans apprendre à parler en même temps, là pour le coup c'est vraiment un non-sens, pas possible. Donc pour moi, en parallèle à ça, vous devez absolument comprendre l'harmonie, comment est construite la musique, comprendre, enfin, essayer d'improviser, essayer de manier vous-même avec vos mains la musique sur votre clavier pour comprendre la lecture de l'intérieur, d'accord? Comprendre le langage en même temps que vous apprenez à le lire. C'est absolument indispensable. Donc ça, c'est une chose qui manque, même s'il y a quelques explications, c'est très succinct et c'est normal, ils ne peuvent pas tout mettre, hein, sinon ça ferait des gros pavés. Donc attention. Et puis, une deuxième chose, c'est que vous n'avez aucun retour. Vous ne savez pas si vous vous trompez ou pas. Et vous pouvez vous arranger avec vous-même, c'est-à-dire vous dire « Oh, je vais aller un peu plus vite, un peu plus lent, comme je veux, etc. » Donc, c'est à travailler. D'ailleurs, ça a été construit plutôt pour les écoles de musique, donc dans un cadre où on a un professeur qui est censé expliquer les autres éléments en parallèle, et on a aussi
un groupe, on fait partie d'un groupe avec lequel on va lire de manière régulière. Et donc, je veux dire, au niveau du tempo, vous n'allez pas vous arranger avec vous-même, avec un groupe do, mi, sol, etc. Et vous devez suivre. Et ça, c'est quelque chose qui est quand même très important, de ne pas aller tranquillement, à votre vitesse, lire de manière irrégulière, etc. Parce qu'en musique, ça ne marche pas, ça. D'accord? Donc, vous ne savez pas si vous vous trompez ou pas, vous ne savez pas si c'est un mi, un sol, etc. Vous dites mi, sol, mais peut-être vous vous trompez. Dans un groupe, ça ne marche pas. Dans un groupe, vous savez tout de suite que vous êtes trompé. Vous n'avez pas de retour et vous pouvez vous arranger avec vous-même au niveau du tempo. Or, impératif que la lecture soit régulière et qu'elle ait un cadre temporel. Hein, en musique, on est toujours dans un cadre temporel, donc vous ne pouvez pas vous arranger avec vous-même et chercher, vous dire c'est un mi, ça y est, j'ai trouvé. Non, on n'est pas en train de trouver en musique, on lit, tac, 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 en manque de réflexe. Donc attention à ça. Voilà, maintenant que j'ai fait un petit peu le tour, je pense, des problématiques que ça peut poser, vous voyez, l'outil en soi peut être très très bon, mais il faut savoir l'utiliser, c'est toujours pareil. Comment l'utiliser et pourquoi l'utiliser. Tout ce qui manque de toutes ces méthodes-là, par contre, alors là, vraiment, tout ça là, c'est le pourquoi. Pourquoi faire tout ça? Le comment, il y est parfois expliqué, mais bon, de manière très succincte. Mais vous avez très peu de comment et vous avez quasiment pas de pourquoi. Et ça, c'est très embêtant, surtout quand on est adulte. On n'est pas là pour faire des choses juste parce que monsieur machin l'a dit ou parce que Marie-Cécile Baritou l'a dit. On n'est pas là pour ça. On est là pour faire quelque chose dans un but précis. On a un désir, on veut arriver à faire quelque chose. Donc, on a besoin du pourquoi le faire. Hein, voilà. Et ce pourquoi, en fonction de chaque exercice, je ne peux pas vous le donner là parce que là, il faudrait que je prenne chaque exercice. Chaque exercice a un pourquoi et dans quel cas le faire, etc. Et ça, par contre, ça manque évidemment, hein, parce que c'est fait pour donner un outil pour un duo qui est le professeur et l'élève. Donc tout seul, c'est pas forcément très utile. Bon, à vous de faire vos propres choix maintenant en fonction de ce que je vous ai dit. Si ces vidéos vous plaisent, mettez-moi un petit pouce j'aime, ça m'aide bien à faire monter mes vidéos hein, dans l'algorithme de YouTube et partagez-les avec les personnes avec qui ça pourrait être intéressant, des pianistes amateurs ou professionnels mais en recherche éventuellement. Voilà, bonne suite à tous et à très bientôt. Au revoir.